tenu que demain c'est le 11 novembre, un jour férié en France, le Sénat ne siège pas. On avait donné le week-end aux élus, mais c'est compliqué, donc il va falloir travailler des nuits entières. Bref, alors, où en étions-nous? On a notre confrère. Voilà, Freddy Moulongo pour Réveil FM International. Est-ce que au lendemain de l'élection, enfin, on se pose, hein, si François Hollande était élu, que va devenir la France-Afrique, mais la France-Afrique de Mallette, comme on en parle dans la presse. La deuxième sous-question, c'est par rapport aux élections des Français d'origine étrangère, des étrangers au fait. Vous avez parlé par rapport aux élections locales. On sait très bien qu'à l'époque de François Mitterrand, l'idée avait été déjà en l'air. Sous Jospin, on en avait parlé, mais rien n'a été réalisé. Qu'est-ce qui nous rassure que cette fois-ci, ça sera les bons? Le Sénat, monsieur, puisque François Mitterrand et Lionel Jospin n'ont pas pu, alors c'était dans leur programme, réaliser cette partie du programme qui était le droit de vote des étrangers aux élections locales, puisque pour ce faire, il faut avoir 3/5 de majorité au Parlement. Et que tant que le Sénat était à majorité de droite et que le Sénat y était opposé, c'est impossible. La seule façon de faire eût été un référendum. Mais le référendum n'aurait pas eu un résultat positif. Donc c'est pour ça que ni François Mitterrand, ni Lionel Jospin ne s'y sont attelés. Et qu'est-ce qui vous dit que ça va fonctionner? Parce que le 16, je crois que c'est, non, c'est pas le 7 novembre, c'est le 8 décembre prochain, le groupe socialiste du Sénat, avec l'ensemble des groupes de la gauche, présente une proposition de loi qui est dans la suite de celle qui a été votée en 2000 à l'Assemblée nationale, puisque je rappelle que sous Lionel Jospin, une proposition de loi sur le droit de vote des étrangers a été votée à l'Assemblée nationale, mais n'a jamais été votée au Sénat. Elle va l'être dans un mois qui vient. Donc la loi aura été votée à l'Assemblée nationale et au Sénat. Si François Hollande est élu, il la mettra en application par un vote des 3/5. Sur la France-Afrique, je crois vraiment que ce que nous avons vu ces derniers temps ne nous rassure pas. Alors, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, peu importe. Nous, ce que nous voulons et ce que fera François Hollande, c'est une politique fondamentalement différente des relations entre la France et l'Afrique, entre le Nord et le Sud, comme l'on dit. Nos relations sont tellement fortes, historiques, parfois tumultueuses et tourmentées, mais toujours empreintes de beaucoup de dignité, d'affection, parce qu'il y a tellement d'histoires familiales, d'histoires qui sont nouées entre la France et l'Afrique, que ce lien fort doit demeurer. Mais pour qu'il demeure, il doit demeurer non pas comme c'était le cas jusqu'à maintenant, depuis, je ne sais pas, peut-être un siècle, mais il doit faire en sorte que ces relations soient les plus honnêtes possibles, les plus franches, les plus transparentes, et qu'elles aient comme objectif un meilleur être, une meilleure façon de vivre sur les territoires, des meilleures relations entre les peuples, et pas uniquement entre leurs dirigeants. Oui, on a notre confrère. Bonjour. Donc oui. C'était très simple. Oui, en fait, Jim Kim-Jong, journaliste du journal The Epoch Times, siège à San Francisco. Je voudrais vous poser deux questions. D'abord, pendant la campagne en 2007, j'ai posé une question à M. François Hollande sur l'embargo des armes en Chine, imposé par l'Europe au lendemain du massacre des citoyens innocents sur la place Tiananmen. Sa réponse était non, il n'était pas d'accord de l'enlever, en fait, l'embargo. Je voudrais savoir, est-ce que c'est la politique aujourd'hui du Parti Socialiste aussi, encore? Et ma deuxième question, c'est que quelles sont les différences principales sur la politique de Chine, surtout au niveau des droits de l'homme, du Parti Socialiste, bon, entre le Parti Socialiste et le pouvoir actuel, et quels sont les efforts du Parti
socialiste dans ce sens-là, et surtout après le printemps arabe. Merci. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il faut, si on veut réhabiliter la politique, il faut éviter la langue de bois. Sur la première question, je ne sais pas vous répondre. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre, donc je ne vais pas vous dire des histoires, je ne sais pas. Donc, si vous êtes d'accord, on peut regarder ça assez facilement, puis Vanessa pourra vous faire passer peut-être la réponse à votre question. Là, maintenant, je ne peux pas vous répondre. Donc, nous pouvons poser la question à François Hollande et vous répondre avec un petit papier, mais je ne peux pas le faire maintenant. Sur la deuxième question, il y a deux choses. Nous voulons réaffirmer que la Chine est un des pays les plus importants de la planète et que les relations avec ce pays, elles sont essentielles. Pour la France, pour l'Europe, mais pour l'ensemble. Et qu'il faut en tenir compte. Que parallèlement, l'économie ne doit pas effacer tout le reste. Et malheureusement, je ferai le lien entre ce que vous me dites, vous, monsieur, il n'est plus là, mais ce que venait de me dire votre collègue précédent, il est là-haut, sur la France-Afrique. Si François Hollande, élu, fait la même politique qui a été menée par les autres depuis 20 ans, alors il vaut mieux que ce soit les autres qui soient élus. Parce que ça, c'est pas la peine. Donc pour la France-Afrique, comme pour la Chine, il y aura des différences. Parce qu'aujourd'hui, les populations, les femmes et les hommes, les êtres humains, doivent être au premier plan, ils doivent plus compter qu'ils ne comptent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est uniquement argent, gain, productivité, etc. Mais nous sommes des gens qui nous convenons dans la société de marché, nous voulons la transformer, nous voulons transformer le capitalisme, mais nous savons très bien que les choses ne peuvent pas être fondamentalement différentes qu'elles sont aujourd'hui. Donc nous ne voulons pas accompagner le capitalisme, nous voulons le changer. Mais il faut aussi changer nos mentalités et nos modes de faire de la politique. Et pour la Chine, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui avoir des relations franches, courtoises, sereines avec la Chine sur l'aspect économique si on ne met pas en premier lieu les problèmes des droits de l'homme, le problème de la censure, le problème d'Internet, le problème de tout cela. Et ça n'empêchera pas que ce ne sera pas injurier ce grand pays, ce ne sera pas injurier ces autorités, que de dire que la conception et la façon que nous avons de voir la vie politique au XXIe siècle, c'est une planète, des pays dans lesquels les gens puissent vivre libres et dans lesquels la liberté d'expression est fondamentale. Vous avez suivi ce qui s'est passé il y a de cela quelques jours sur Charlie Hebdo. Hein? C'est pas acceptable. D'où que ça vienne et pour qui que ce soit. La liberté de la presse, elle est indispensable. Mais la liberté de vivre, de se comporter, la liberté de parler, de vivre avec un homme ou avec une femme, quel que soit son sexe, de faire ce que l'on veut, c'est indispensable. Et les droits de l'homme doivent être au cœur de notre projet de société. Mais quand je dis projet de société, le projet de la société planétaire. Alors évidemment, nos histoires sont différentes, nos pays sont différents, on ne part pas du même moment, on ne part pas de la même histoire, et tout cela, il faut en tenir compte. Et il faut respecter les pays. Il ne faut pas, et François Hollande le dit souvent, je ne serai pas celui qui voudra essayer de régler la société internationale telle que je la vois. Non. La liberté de conscience et également la liberté politique dans chaque pays. Chaque peuple, il est souverain. Mais, dans le cadre de discussions et d'accords planétaires, G20 ou autres, il faut que tout puisse être dit. Et j'ai plutôt le sentiment qu'aujourd'hui, tout n'est pas dit. Bon, j'aimerais vous poser une question parce que je sais que nous tous, on lit la presse française. Et donc, quand quelqu'un comme vous arrive à un poste si important, il a déjà une carrière derrière, donc on sait parfaitement qu'il y a un des problèmes actuels, c'est les cumuls de mandats. J'aimerais savoir actuellement qu'est-ce que vous pourrez nous dire par rapport à tout ça. Il y a là encore des organisations politiques différentes entre les pays, Royaume-Uni, Allemagne ou autres, hein, même ailleurs, Italie, Espagne. En France, jusque dans les années 90-2000, il n'y avait aucune limite. On pouvait être maire, député, président de département, président de région. Rien n'était possible. Rien n'était interdit. Aujourd'hui, grâce au gouvernement de Lionel Jospin, dans les années 97 à 2002, il y a eu une loi qui a limité le cumul des mandats historiques, qui est la tradition de notre pays,
qui fait qu'en France, aujourd'hui, on n'a pas le droit d'avoir plus de 2 mandats. On me dirait 2, c'est un cumul, c'est plus que 1. Hein? Enfin, 2 mandats. C'est pas ce que l'on veut croire. Les élus peuvent faire tout ce qu'ils veulent, présider tout ce qu'ils veulent. Non, on a droit à 2 mandats maximum. Et ça va même plus loin. Moi, j'ai été obligé, vous l'avez dit, madame, tout à l'heure, de démissionner de mon poste de maire de Bourg-de-Péage, quand j'étais président de conseil général, parce qu'on ne peut pas présider 2 exécutifs. C'est-à-dire qu'on peut avoir 2 mandats, mais on ne peut pas diriger 2 exécutifs. On ne peut pas être maire et président, etc. Donc on a déjà beaucoup avancé. Et aujourd'hui, à l'intérieur du Parti socialiste, il y a un débat pour amener la réflexion à dire c'est plus 2 mandats, mais c'est 1 mandat. C'est-à-dire que si on est parlementaire, on ne peut être que parlementaire. Par contre, si l'on est maire, on peut être maire et conseiller général, etc. Et là, il y a un débat. Et moi, je voudrais vous donner ma position. Je ne suis pas favorable à ce qui a été décidé par le Parti socialiste. Mais évidemment, je l'appliquerai. Pourquoi? Parce que, prenons le cas du Sénat, parce qu'on ne parle pas en l'air, ce n'est pas une réunion intellectuelle, on est au Sénat. Pour être sénateur, il faut être élu par les élus. Donc il faut être élu. Qui peut m'expliquer, à moins de vouloir changer la nature du Sénat? Il y a des projets là-dessus, hein, de dire qu'on a 2 chambres, mais qui sont élus de la même façon, à la proportionnelle, mais ce n'est pas ça le bicamérisme que nous voulons, nous. Pour que le bicamérisme fonctionne, il faut, comme c'est le cas dans la plupart des pays, que les 2 chambres n'aient pas la même typologie d'élus et que ces élus ne soient pas, que ces parlementaires ne soient pas élus de la même façon. Donc moi je fais partie de ceux qui pensent que pour être sénateur, il faut obligatoirement être élu local. Ou alors, on change le mode de scrutin. Mais si on change le mode de scrutin, on change nos institutions, donc on change la Constitution. Mais on voit bien que ça pousse de partout et qu'il faudra y arriver. Donc vraisemblablement, on va passer par une phase intermédiaire, qui est qu'en 2012, les députés qui vont être élus, députés en 2012, auront 3 mois pour assurer leur succession. Par exemple, quelqu'un qui est député maire aujourd'hui, si ce député maire est réélu en 2012, il pourra être député qu'à condition qu'il démissionne de son poste de maire, il ne pourra pas rester adjoint, il pourra être conseiller municipal. Et dans l'année 2013, François Hollande et le gouvernement vont proposer une grande étape, une grande réforme de la décentralisation des territoires et des collectivités locales, à l'intérieur de laquelle il y aura le mandat unique de parlementaire. Quand on dit le mandat unique de parlementaire, ce sera pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat. Mais vraisemblablement, parce que c'est l'institution, les sénateurs pourront garder, pourraient garder un mandat local, non pas comme moi qui suis aujourd'hui président du conseil général et sénateur, ça ne sera plus possible, mais peut-être pouvoir être encore conseiller général ou conseiller municipal, parce que sans cela, on n'a plus le lien avec les élus locaux, puisque vous le savez, les députés sont élus par le peuple et les sénateurs sont élus par les représentants du peuple. C'est la grande différence fondamentale. Nous allons, si nous sommes élus, si François Hollande est président de la République et que nous avons une majorité à l'Assemblée nationale, changer le mode de scrutin des députés. Aujourd'hui, 577 députés par circonscription, demain, et scrutin uninominal à 2 tours, demain, proportionnel, comme dans la plupart des démocraties modernes d'ailleurs. Et au Sénat, nous maintenons ce système qui est double, à la fois uninominal à 2 tours pour les départements de moins de 600 000 habitants, ou je ne sais plus combien, et proportionnel pour les très grands, ce qui fait que ça fait un scrutin mixte, avec des gens différents, et ce qui fait le contrepoids à l'Assemblée nationale, et que l'Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas les 2 mêmes chambres. Merci. Et si vous êtes d'accord, une dernière question? Si je suis d'accord, oui, parce que dans 5-10 minutes maxi, il faut que je rentre dans l'hémicycle. À 15h30, il faut que je rentre dans l'hémicycle. Je suis journaliste chinoise de Global Times. Avant de la visite, j'ai parcouru votre site et j'ai trouvé qu'il y avait de la langue en chinois.
Et aussi, je trouve que vous travaillez pour la commission de l'économie et de développement durable. Et puis, je voudrais poser une question. Comme vous savez, la Chine, c'est un très grand pays avec une population de 1,4 million d'habitants. Pardon, milliards d'habitants. Et pour la Chine, le problème de développement durable est une tâche énorme. Je voudrais savoir, pour vous, en tant que vice-président du Sénat, qu'est-ce que vous voulez, quels efforts vous voulez faire, vous voulez prendre pour promouvoir l'échange et coopération vis-à-vis entre la France et la Chine vis-à-vis du développement durable? C'est une question essentielle. J'étais à Copenhague. J'ai eu la chance de faire partie de la délégation officielle de la France, puisque j'étais le socialiste qui représentait le Sénat dans la délégation française, donc avec Nicolas Sarkozy, Jean-Luc Borloo et Chantal Jouanneau à l'époque, les ministres. Et donc j'ai assisté à toutes les rencontres, à la rencontre avec Hu Jintao, avec l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement. Et Copenhague s'est soldé comme on sait. Là encore, je pense que nous ne pouvons pas venir avec notre histoire, expliquer aux autres que ce que l'on a fait pendant 40 ans, c'est pas bien, mais nous on l'a fait, on n'en fera plus, mais vous n'avez pas le droit de le faire. Je m'explique. Il y a tout un tas de pays qui ont besoin de se développer. Et la Chine en est un, mais pas uniquement. Le Brésil, la Russie, etc., bon, bref, l'Inde, et que ces pays, par habitant, produisent 10 fois moins de CO2 que nous. Mais évidemment, si on regarde par habitant, quand c'est sur 1 milliard ou sur 60 millions, c'est pas pareil. Mais si l'on regarde l'ensemble de la production de gaz à effet de serre, c'est absolument dramatique. Et donc, depuis Kyoto, en passant par Copenhague, et puis maintenant on ne sait même plus où c'est parce qu'il ne se passe plus rien, il y avait cette volonté-là. Je pense que nous devons tous continuer à avancer, dire aux Africains que, bien sûr, vous devez vous développer, mais voyez le désastre que nous avons fait nous, et ne faites pas la même chose. De dire aux Chinois, alors là, n'en parlons pas, vous vous développez comme jamais, mais tenez compte aussi de l'avenir de la planète et de notre vie sur la planète. Donc la volonté que nous avons, et si la gauche l'emporte aux élections présidentielles en mai prochain, il y aura des écologistes dans la majorité, et donc nous aurons cette orientation chevillée au corps, non pas celle de donner des leçons, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, mais celle d'essayer de co-construire un projet de développement durable. On évoquera évidemment le nucléaire, vous avez vu les dernières déclarations de François Hollande, mais également autre chose. Le point le plus important aujourd'hui sur la planète, c'est le réchauffement climatique et les émissions de gaz à effet de serre, mais pas uniquement. La biodiversité est quelque chose d'essentiel. Et puis, lorsqu'on parle de développement durable assis sur le pilier économie sociale environnementale, il y a aussi comment on nourrit la planète. Une planète à 7 milliards ou à 9 milliards d'habitants, c'est pas la même histoire. Et donc il faudra aussi penser à relocalisation de l'agriculture. On ne peut pas transporter des produits qui font le tour de la terre, etc., comme dans les pays. Et ce projet global que nous mettrons en place de transformation économique et sociale du pays qui s'accompagnera sur le vecteur du développement durable, ce projet-là, il faudra que nous en parlions. Dire, un G20, comme il vient de se vivre, certes dans l'actualité pressante, mais sans dire un mot sur le développement durable, sur ce qui se passe sur la banquise et sur ce qui se passe en Afrique, je trouve que c'est quand même quelque chose de raté, parce que ce sont les marchés financiers qui ont fixé l'ordre du jour, et ce n'est pas les représentants du peuple. Et ça me gêne beaucoup. La dernière question. Très vite. Alors, par rapport quand même à l'intermédiaire, alors qu'est-ce que vous allez répondre à François par
Je ne parle pas d'autre chose. Oui, le président du Sénat a fait un communiqué, si vous ne l'avez pas vu, c'est que l'AFP a pas dû passer, etc. Au Sénat, il n'y a pas plus de cagnotte qu'à l'Assemblée nationale. Simplement, il y a de l'argent qui est placé et qui fait que le Sénat, contrairement à ce qu'il peut dire ici ou là, est en autonomie pour sa caisse de retraite. Les sénateurs, sur leur indemnité, cotisent pour la retraite, mais ce n'est pas l'État qui paye les retraites. Ce n'est pas l'État. On ne sait pas ça. C'est la caisse du Sénat. Alors qu'à l'Assemblée, entre guillemets, il n'y a pas de cagnotte, mais tous les ans, pour payer les retraites, dans le cadre du projet de loi de finances, du PLF, à 3h ou 4h du matin, là il n'y a pas trop de gens qui suivent, il n'y a pas trop de monde, on prélève dans le budget de l'État de l'argent pour payer les retraites. Et voilà ce que nous... Comment? Ah non, pas du tout. Ah non, on est autonome. Non, mais on va répondre directement. Vous savez, François pas forcément que du bien au Sénat et aux élus. Donc aujourd'hui, nous avons une dotation de l'État pour le fonctionnement des assemblées, c'est la démocratie. Hein. C'est le budget de l'État qui paye le fonctionnement des assemblées parlementaires, qu'il y en ait une ou qu'il y en ait deux, il y en a deux en règle générale. Mais à l'intérieur de ce budget, l'argent de l'État ne sert pas à nos retraites. Nos retraites sont payées par notre fonds de réserve. Alors, s'il fallait le rendre par une loi qui serait faite, ben nous le ferions. Lionel Jospin, lorsqu'il a été Premier ministre, à l'époque, lorsqu'il s'est agi d'aborder les problèmes déjà de retraite, avait demandé à l'Assemblée nationale et au Sénat de reverser une partie au budget de l'État. L'Assemblée nationale l'avait fait, et nos prédécesseurs au Sénat ne l'avaient pas fait. Sauf qu'aujourd'hui, chaque année, il y a de l'argent de la dotation de l'État pour financer les retraites des députés, mais il n'y a pas d'argent de la dotation de l'État pour financer les retraites des sénateurs, puisque les sénateurs, pour l'instant, je ne sais pas combien de temps ça durera, payent leur retraite sur l'argent qui est placé, qui est apparemment bien placé, qui rapporte un peu de sous, qui permet d'être en autonomie. C'est la grande différence. Mais moi, ça ne me choque pas. C'est même important. Comment? Ben oui. Ah oui. Il vaut mieux le mettre à la caisse d'épargne, ça fasse des noisettes, parce que au moins, en plus, ça gagne des sous, cet argent, il ne dort pas tout seul. Bien. On vous remercie. Je vous remercie au nom de l'Association de la presse étrangère. Et ce sera sans doute pas la dernière fois qu'on va vous rencontrer, parce que nous, on va visiter au mois de janvier la région de la Drôme. Ah, j'aurais pu vous parler de bio, j'aurais pu vous parler voilà. de tout ça. Si on